L'été a été chaud pour Apple sur le front de l'iPhone 12. D'abord, les rumeurs et les images de prototypes se sont multipliées, ce malgré les annonces de retard de son lancement. Sans oublier bien sûr la guerre ouverte entre Epic et Apple qui a conduit l'éditeur de Fortnite à se faire bannir de l'App Store. Alors, tentative d'analyser les réponses à toutes vos questions. Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez On refait le Mac alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat high-tech hebdomadaire pour la première émission de la saison. Je vous rappelle qu'on refait le Mac est disponible en vidéo sur notre site www.onrefaitslemac.com et sur notre app iOS ORLM. On refait le Mac est également disponible sur YouTube, Dailymotion et Apple Podcast en vidéo, mais aussi en version audio sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et TuneIn pour cette première émission de la saison comme chroniqueur en plateau ici à mes côtés. Stéphane Zibi de Ionisix. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. En plateau également Laurent Pantanache d'Xbrain. Bonjour Laurent. Bonjour Olivier. D'Augustus. Ouais, Augustus. Bon. Augustus a pris une participation majoritaire dans Xbrain, donc aujourd'hui Xbrain a rejoint la famille Augustus. Augustus, je le note je le note pour la prochaine fois. Super. Qui est le plus bronzé là? Je regarde un petit concours là, René de vacances. Quelles vacances? Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Bon, écoute, je donne la prime aux télétravailleurs corse, à notre ami Laurent Pantanache. J'ai une demande. En duplex. J'ai une demande avant le duplex. En duplex également. Dernier chronique, c'est quoi une demande? Je voulais dire à nos auditeurs qui nous écoutent pour cette nouvelle saison qu'on compte sur eux, on a besoin d'eux. On a besoin qu'ils mettent des likes à nos émissions. Toi, tu as besoin d'amour, c'est ça? J'ai pas besoin d'amour, mais c'est une belle nouvelle émission, une belle nouvelle saison. Et je me dis qu'on leur demande pas assez souvent, mettez-nous des likes. Si vous aimez, mettez-nous des likes. Abonnez-vous. Poussez, il y a la fonction partagez avec vos amis. Voilà. On vous aime et on vous aime. On vous aime énormément. On a besoin de vos likes. 11e saison d'On refait le Mac, merci quand même, beaucoup. bon sang. C'est assez vite, bien sûr. Et oui, 11 saisons déjà. On est vieux. Et oui, ça se voit, regarde, on fait illusion avec le maquillage et le bronzage. Dernier chroniqueur, mais pas des moindres, Didier Poulicani en duplex de la rédaction de Mac Forever. Mais en fait, pas du tout. Tu es où, Didier? Pas du tout, je suis à la montagne, tu vois. Je suis encore un peu de rap pour les vacances, moi. Bon, ça va. Mais je suis c'est d'accord avec Laurent. C'est le moins bronzé entre nous, par contre. Hein. C'est faux. C'est faux. C'est la lumière. C'est la lumière des Alpes, bien sûr, alors que nous, la lumière du studio nous avantage, bien entendu. Allez, avant d'aborder la guerre entre Apple et Epic, l'éditeur de Fortnite, félicitations à Jennifer et Cédric, bien sûr. Cédric, c'est notre viewer fidèle de l'émission et sa fiancée l'avait demandé en mariage, souvenez-vous, lors de la dernière émission de la saison. Il a naturellement accepté sa proposition. Alors, tout neveu de bonheur, un grand cœur, un grand like. à Cédric et à j'ai déjà oublié son prénom. Jennifer. Et à Jennifer, voilà. Enfin, un mot, c'est important, à notre sponsor SanDisk et sa nouvelle Expand Flash Drive. Voilà, j'ai déjà écorché son nom. C'est une clé à brancher sur le port Lightning de votre iPhone pour étendre la mémoire jusqu'à 256 Go et y stocker vos photos, vidéos, sans encombrer la RAM du téléphone. C'est une nouvelle version avec un nouveau design qui permet de protéger les connecteurs et de l'accrocher à votre porte-clés. Alors, bonne nouvelle, cette semaine, SanDisk vous offre une clé en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Et un grand merci à SanDisk de nous soutenir. Soyez attentifs parce qu'on a un peu déjà glissé la réponse. Voilà. Mais n'allez pas tout de suite à la fin. Restez avec nous jusqu'au début. Et puis aimez-nous. On a besoin de likes et d'abonnements sur YouTube. Retour, messieurs, sur l'actualité principale autour d'Apple. Et cet été, bien sûr, c'est Fortnite qui a été banni de l'App Store. Alors, on va essayer de rappeler un petit peu les faits. Si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents, le 13 août dernier, Epic, le célèbre éditeur du jeu vidéo Fortnite, qui a séduit depuis 2017 déjà 350 millions de joueurs à travers le monde, a publié une mise à jour sur iOS et surprise, elle laissait à ses utilisateurs le choix de la façon dont on pouvait faire des achats au sein même de leur application. Vous voyez sur cette image, le joueur n'était pas obligé de réaliser des achats in-app via son compte Apple, mais pouvait utiliser un système de paiement alternatif propre à Epic, en utilisant les V-Bucks, la monnaie virtuelle du jeu, qui permet d'ordinaire d'acheter des skins. Un mode synonyme d'économie, bien sûr, pour le joueur, grâce à des remises, mais c'est surtout pour l'éditeur, Epic, car il n'a plus à s'acquitter des 30% de taxes qu'il doit verser à Apple. Alors bien sûr,
sûr, la pomme a immédiatement réagi, riposté en retirant Fortnite de l'App Store, qui n'était donc plus disponible en téléchargement. Et par la suite, Epic a répondu en poursuivant Apple en justice pour abus de position dominante sur les magasins d'applications et les paiements intégrés. Et enfin, la firme du Pertino a de nouveau répliqué en envoyant un ultimatum terrible à Epic, le menaçant de couper son accès à tous les outils de développement nécessaires pour créer des logiciels pour les plateformes d'Apple, notamment les offres Unreal Engine. Epic, vous savez, c'est le moteur graphique de la plupart des jeux et d'éditeurs de jeux. Autant dire que c'était vraiment une catastrophe industrielle si ce scénario arrivait, qui risquait en plus de perdre les revenus liés aux joueurs de Fortnite sur iOS, tous les revenus générés par les nombreux éditeurs qui utilisaient leur moteur graphique. Et puis le 28 août est arrivé et Apple n'a pas exécuté cette dernière menace, car la justice américaine en a empêché. En revanche, le compte développeur d'Epic a été résilié. Il n'y a plus de jeu d'éditeur, ni Fortnite, ni Infinity Blade sur l'App Store. D'où le sondage de la semaine qu'on vous a préparé, à la question qu'on vous a posée sur le compte Twitter de ORLM.tv. C'est la chaîne d'ORFL Mag désormais. La question était simple, regardez. Suite à l'exclusion de Fortnite sur l'App Store d'Apple, considérez-vous que la pomme est en situation de monopole avec son magasin d'applications ? Vous étiez 56,9% à répondre oui, contre 43,1% à répondre non. Quand même près de 496 votants. Pour un petit peu résumer un petit peu les tendances et vos positions sur Twitter, on va essayer de répondre à toutes vos questions. Vous étiez nombreux cet été. Regardez la question d'Alain Tranouez, un fidèle dont on fait le Mac. Apple est de facto en situation de monopole, mais en tant qu'utilisateur, j'apprécie iOS justement parce que chaque application est scrutée, que l'on empêche ainsi toute forme de phishing vers des sites potentiels douteux où le paiement passe par la sécurité de paiement App Store. Un vrai plus niveau sécurité, je n'ai pas envie que cela change. Bref, les amis, ce tweetos reprend en partie la justification d'Apple pour prélever la dîme. Votre avis, qui veut commencer peut-être? Laurent. Je veux bien commencer. En fait, je suis assez d'accord avec le tweet de Alan. Aujourd'hui, on va en parler tout au long de l'émission, mais ce qui différencie Apple finalement de l'écosystème de développement logiciel, c'est que ils sont propriétaires du hardware. Ils maîtrisent leur hardware. Il y en a peu. Il y en a peu dans la nature. C'est pas comme sur Android où il y a des dizaines et des dizaines de modèles différents. Ils sont maîtres du software avec iOS, et donc du coup de fait ils sont maîtres de l'App Store puisque il est encadré dans l'environnement. Aujourd'hui, ce qui sécurise beaucoup des utilisateurs, c'est le fait que il y a cette espèce de confiance dans le fait que l'application ne va pas venir poser un quelconque problème. Alors le tweetos parlait de phishing, mais même moi je vois par exemple j'ai deux populations dans mon entourage. J'ai ma mère et je suis très content qu'elle soit sur iOS. Je sais qu'elle peut télécharger n'importe quoi sur l'App Store, il va pas y avoir de problème. Et de l'autre côté, j'ai mes enfants qui, quand ils utilisent et qui me demandent un jeu, je le fais quasiment les yeux fermés parce que je sais que derrière il y a ces deux frontières. Et donc je pense qu'aujourd'hui ce qui plaît dans l'environnement Apple, c'est cette sécurité. Après, tout ce qu'on va dire, ça va aller dans le sens de oui, est-ce que c'est pas trop, est-ce que les montants sont pas trop élevés, mais c'est ce garde-fou génial, c'est vraiment une vraie protection et c'est pour moi un plus. Et la vidéo qu'a sorti aujourd'hui Apple sur la sécurité est hyper intéressant, quoi. Ils taclent tous les sujets, ils prennent tous les sujets qui montrent comment leur environnement est protecteur. Tu es d'accord avec l'analyse de Laurent, Stéphane? C'est un peu compliqué de refuser par rapport à ce qu'on a entendu, que ce soit le tweet ou ce que vient de dire Laurent, et par rapport à l'exposé très précis de ce que tu as pu énoncer. C'est de résumer le plus vite possible. Bien sûr, mais je pense que c'est assez clair pour tous ceux qui ont voulu et qui ont peut-être bien fait de se déconnecter cet été et qui n'ont pas suivi l'histoire. Non, en fait, il y a une double réponse. La première, c'est oui, en effet, 30%, ça peut paraître beaucoup si la personne elle est déjà embarquée dans un jeu qu'ils n'ont rien à faire. C'est la commission. Il y a 30% de commission, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien. Apple n'a aucune valeur ajoutée du tout parce que c'est qu'ils ont travaillé sur un logiciel, et dans le logiciel ils ont fait en sorte que les gens soient captés et achètent des choses. Quand il y a une forme de récurrence où il y a quand même des frais de gestion qui sont limités à quelques millièmes de pourcents, pour moi l'INAP, je trouve que les 30%, c'est exagéré. C'est-à-dire que tu peux concevoir 30% pour acheter une application. Bien évidemment. Ou peut-être la première action d'abonnement. Mais pour après, tu voudrais que ce soit dégressif. Ok, alors c'est-à-dire qu'en gros, on leur permet d'être sur la plateforme, sur l'iPhone, donc ça vaut 30% sur l'INAP.
Bon, ok. Mais en fait, le problème, et je pense qu'on en a pas mal parlé sur notre petit groupe cet été. Pendant cet été-là, en vue de cette émission. De partager à l'avenir. Mais ce qui était juste dingue, moi, en fait, ce que je pensais, c'est qu'en fait, ils veulent tellement régir tout en position dominante sur tout, en particulier sur iOS 14. Et là, on va au-delà de ça va aller encore plus loin. Encore plus loin, c'est qu'en gros, là, des sites qui vivent de la publicité ne pourront plus vivre de la publicité. C'est-à-dire que quand Apple décide d'un truc, on est mort. Et ça, c'est pas possible. Tu tends un bâton pour se faire battre. C'était la liaison, c'était pour faire une... Didier, ton avis d'abord par rapport justement à l'analyse de notre tweetos et de l'Alexandre de Laurent, et au-delà de ce serrage de vis qu'opère Apple encore un peu plus dans iOS 14. Moi, je dirais que chacun est un peu dans son rôle. D'ailleurs, c'était marrant de voir des gens prendre parti. Finalement, enfin, voilà, on a deux entreprises qui veulent faire de l'argent et qui utilisent tous les moyens qu'elles ont à leur disposition. Après, l'argument de la sécurité, alors effectivement, comme le disait Laurent, il y a une pertinence pour l'utilisateur de se sentir dans un environnement un petit peu sécurisé, mais il y a quand même 2 points qui sont importants. Déjà, Apple autorise les cartes de crédit dans les applications iOS, dans tout ce qui est bien physique. Donc voilà, enfin c'est pas parce que tu passes par le système d'iOS que c'est mieux. Je dirais que c'est plus pratique pour pas mal de gens parce qu'ils ont juste à faire du Face ID, etc. Mais tu prends un Uber, il prend ta carte de crédit, c'est lui qui gère ça. Sur Amazon, il y a personne qui se plaint de la sécurité. Amazon pareil. Il y a aussi le fait qu'il y a plein de gens qui ont enfin on a vu Canal. Enfin il y a 2-3 boîtes qui ont des accords avec Apple un petit peu spécifiques. Voilà. Donc bon, voilà. Après, on a aussi vu, tu vois, des applications qui arrivent effectivement à mettre à mal aussi la sécurité. Le phishing, franchement, dans une application, c'est très facile d'en mettre en place. D'ailleurs, ce que regarde Apple quand elle valide, c'est pas forcément justement les trackers, tout ce qui passe dans l'application. Ils mettent des garde-fous qui sont intéressants, mais on commence à avoir la même chose un petit peu chez Google quand tu passes sur le Play Store. Donc je dirais oui, mais dans une certaine mesure, l'argument sécuritaire. Et puis après, juste pour rebondir rapidement sur ce que disait Stéphane, c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais que le problème est plus politique. Effectivement, est-ce qu'une boîte peut contrôler tout un pan du marché sans rendre de compte à personne. Tout un écosystème. C'est pas démocratique du tout, donc c'est forcément une espèce de monopole entre guillemets. Je dirais que même que c'est un bimonopole avec Google, puisqu'ils se mettent bien d'accord quand même sur la façon dont fonctionnent ces boutiques. Et c'est vrai que pour tous les acteurs qui dépendent de ça, une décision d'Apple a un impact énorme. Alors, regarde, autre réaction qui reflète pas mal de réactions qu'on a reçues de questions sur Twitter. On essaie de répondre à toutes vos questions cette semaine. Réaction de Boax Nigaz. Libre à Epic de ne pas utiliser la plateforme Apple si ils le souhaitent, mais pourquoi critiquer une plateforme qui leur a permis de gagner des millions de joueurs et de l'argent par le passé? Ils veulent juste une plus grosse part du gâteau, Stéphane. En fait, j'ai cherché un petit peu, justement, en préparant l'émission, j'ai cherché quelque chose et j'ai trouvé un article dans FR Android de l'ami Ulrich Rosier. Qui est devenu cet été un des... Le principal portail de tech en France. Exact, bravo à eux. Bravo à eux, on peut les féliciter. Et donc en fait, dans cet article-là très intéressant, qui racontait un peu ce qui s'est passé cet été, il racontait qu'il y a 10 ans, le 1er septembre 2010, pour le jeu qui s'appelait Citadel, publié donc par Epic, Apple s'était targué que des grands éditeurs de jeux pouvaient faire des jeux très ambitieux sur cette plateforme, et ça a légitimé l'iPhone comme support de jeu. Donc il y a 10 ans, les relations étaient complètement... C'était le grand amour. Le grand amour. Donc en gros, là, comme l'a dit Didier, il y a ces 2 entités qui veulent de l'argent. Et c'est vrai que par rapport à ce qui a été dit là il y a quelques instants, on est quand même sur des choses qui, finalement, les plus perdants, ça va être nous. D'une certaine manière, il y a ceux qui veulent jouer à Fortnite et se payer les skins. Bah voilà. Jouer. Si on n'a pas l'application aujourd'hui, qu'elle n'est pas téléchargée. Non, mais j'ai appris qu'il y avait des téléphones avec Fortnite installés qui étaient vendus sur eBay. Ouais, à plusieurs milliers d'euros. C'est comme les baskets Lidl à 750 balles. Quoi. Ouais, c'est fou. Alors, autre réaction, on regarde de David sur Twitter. Un monopole avec 13% du marché. Worldwide de smartphones, concept intéressant et effectivement Apple n'est pas leader du marché des smartphones. Simca lui répond toujours sur Twitter, regardez, sauf qu'on ne parle pas du marché des smartphones mais du système d'applicatifs de l'App Store, non pas l'App Store. Les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde, point de vue prélèvement, et Apple fait de la concurrence avec ses services propres. Comme Apple Music notamment, c'est très juste. Et on a vu, messieurs, dans les faits, que tous les développeurs de l'App Store ne sont pas traités sur un pied d'égalité. Apple a attribué des largesses à
à certains éditeurs. Tu en parlais tout à l'heure, Didier. Oui, d'ailleurs, quand il nous dit 13%, là, David, c'est pas vrai dans tous les pays. Et ensuite, il parle pas vraiment de 13% du marché, puisqu'aujourd'hui, tu demandes à n'importe quel éditeur de jeu, souvent, il fait autant d'argent chez Google que chez Apple. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont beaucoup d'engagement en termes de business, et des gens qui sont très intéressants. Donc, non, c'est un bimonopole ce qui se passe. Et effectivement, après, il y a encore le monopole dans le monopole, qui est que Apple a sa boutique d'applications, qu'elle n'autorise pas les autres boutiques, et qu'en plus, dans ces applications, il y a des applications concurrentes à celles qu'elle propose. Donc, elle autorise la concurrence, mais en lui prélevant une petite dîme. Donc c'est vrai qu'il y a différents niveaux autour de ce monopole. Et puis je disais tout à l'heure, il y a des applications, des éditeurs qui ont reçu, éligibles sur l'App Store, qui ont reçu des largesses d'Apple. Mais je crois que l'erreur aussi, c'est de croire que c'est que Epic contre Apple. Quand même, aujourd'hui, il y a énormément d'éditeurs qui sont vraiment pas contents de cette situation, à commencer par Netflix. Aujourd'hui, tu installes Netflix, on te propose login, mot de passe, tu n'as même pas une page pour aller te créer un compte. Pour pas renverser 30%. Ouais, et puis heureusement que Netflix, tu vois, c'est une boîte connue, tu sais que tu peux aller sur le site web pour te créer un compte, mais si demain je lance Mac Forever, login, mot de passe, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Rien. Enfin, c'est quand même creux. Et il y a même, je sais pas si vous avez vu, il y a quelques jours, il y a Facebook qui a affiché pendant un achat intégré justement que Apple prenait 30%, et Apple a refusé d'accepter l'application, c'est-à-dire qu'elle n'assume pas le fait de montrer aux gens qu'elle prélève sa commission. Ouais. Et tu le disais tout à l'heure, donc certaines applications éligibles comme Amazon Prime Video ou Altis One et Canal+ en France, les clients Kindle aussi, par exemple, typiquement Kindle, tu peux pas acheter de livres dans l'application Amazon. Voilà, mais là, en l'occurrence, pour ces applications-là, les clients ont la possibilité d'acheter sur l'App Store ou de louer des films et de séries en utilisant leur propre méthode de paiement. Leur compte Canal, par exemple, je peux louer un film Canal sur mon application MyCanal sans utiliser mon compte. Donc Apple attribue des passe-droits. Alors c'est le marché de la vidéo, mais ça reste quand même de l'achat intégré. On sait que Canal est proche d'Apple parce que bien sûr ils distribuent l'Apple TV aujourd'hui avec en lieu et place des décodeurs. Donc est-ce qu'il y a un poids de mesure? C'est la question qu'on peut légitimement se poser. Regardez une réaction également toujours sur Twitter. Il y a beaucoup de réactions cette semaine et on vous remercie. Julien Pernet sur Twitter qui nous dit que nos appareils iOS et autres sont devenus tellement importants dans nos vies qu'il ne faudrait-il pas une autorité supérieure et internationale de régulation genre ONU? Les GAFAM ne sont-ils pas devenus trop puissants? Ça s'appelle l'autorité de la concurrence, tout simplement. Il y en a même certains qui, c'était un tweet de Darius Rochebin, le journaliste de la Suisse qui a intégré LCI dernièrement, et qui fait des interviews formidables. Cédric a un super tous les soirs à 20h sur LCI. Cédric a un nouveau collègue extraordinaire. Il a dit qui était une confidence d'il y a 10 jours d'un dirigeant d'Apple Europe. Le Covid a tellement confiné la force du virtuel, le profit potentiel est tel. J'observe quelques centaines de princes du numérique en Californie se sentir plus que jamais les rois du monde. Ils se disent, on est l'avenir. Ouais, on a vu cet été quand même qu'ils se sont fait un petit peu remonter les bretelles par le Congrès, ils sont tous passés en vidéoconférence et on sentait notamment du côté de Facebook qu'ils n'étaient pas très à l'aise, du côté de Mark Zuckerberg. Autre réaction et question de Gaël. Je crois pas, moi. Varlet, ouais. Je crois pas, moi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Zuckerberg, c'est du théâtre. Je pense qu'il va là-bas, il fait le mec mal à l'aise, du style vous m'avez blessé, vous m'avez perturbé. Il se passe jamais rien. Il en a sa combienième d'audition. Il en a sa 10e audition. Et en fait, à chaque fois, il a l'impression que vous me plantez des coups de couteau, je suis en train de mourir. Il se passe rien derrière. Pour moi, c'est du théâtre. C'est du théâtre, mais il a quand même franchi une ligne jaune avec je dirais l'administration américaine avec sa monnaie virtuelle, et ça, ils ont du mal à... Voilà, là, il est vraiment dans le viseur, a priori. S'il y a un GAFA ou une GAFA, mais on n'est pas dans Refait la Tech, on est dans Refait le Mac, on vous propose un Refait la Tech sur ce sujet-là, promis, très bientôt. Je pense que le GAFA, moi, à titre personnel, le plus... hégémonique en ce moment et le plus dans l'œil du viseur de l'administration américaine, s'il y en avait un qui devait se faire démanteler, c'est très rare aux États-Unis, il faut remonter à AT&T pour cela, donc il y a des dizaines d'années, c'est Facebook. Mais on en reviendra. Et juste pour revenir, il a publié aujourd'hui apparemment, j'ai pas eu le temps de le lire parce que la journée était chargée, et puis j'ai plutôt travaillé sur l'émission, mais apparemment ils ont publié quelque chose aujourd'hui sur comment ils vont s'assurer d'avoir un impact minimal sur
l'élection américaine, alors qu'il avait dit qu'il ferait rien il y a quelques semaines. Rien à cause de ça. C'est pas nous, c'est l'algorithme. Ouais, c'est ça, on en reparlera dans quelques mois, notamment après le mois de novembre et la fin de l'élection et le résultat de l'élection aux États-Unis. Une réaction de Gaël Verlet, plutôt une question. Un rassemblement sur Twitter, un rassemblement d'entreprises derrière Epic Games pourrait-il faire plier Apple? La pomme doit-elle se méfier de cette bataille? Effectivement, les amis, on a vu que Microsoft, tu as parlé de Facebook tout à l'heure également, ont critiqué très durement la décision d'Apple et considèrent ce qui peut faire sourire quand on écoute Facebook. Apple est en situation monopolistique, ce qui est un peu le cas, mais Facebook aussi. Autre réaction, regardez, de Julien Serre sur Twitter. On signe un contrat, il y a des règles qui doivent être respectées. Si pas d'accord, la porte reste grande ouverte. En attendant, la manière utilisée par Epic n'est pas meilleure pour tenter de négocier. Une prise de rendez-vous avec des dirigeants d'Apple n'aurait été plus fine ou plus fin. C'est vrai que non seulement Epic a attaqué à la dynamite Apple sans aucun ménagement, mais il semble qu'elle ait, prémédité le fait que Fortnite soit retiré de l'App Store par Apple. C'est l'objet de ce prochain chapitre. Alors, est-ce que cette histoire, quelque part, n'est pas un coup marketing raté d'Epic, messieurs? Quelques heures après avoir été retiré du store, Fortnite ou plutôt Epic a lancé une large campagne sur les réseaux sociaux, appelant les 10 millions de joueurs à se mobiliser autour de l'hashtag #FreeFortnite, le tout accompagné d'une vidéo qui a fait bondir Apple. Regardez. Voilà une publicité qui nous rappelle quelque chose, en tout cas les plus anciens d'entre nous. Apple serait devenu en quelque sorte le nouveau Big Brother, selon Fortnite. C'est plutôt bien joué, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la partition semble avoir été, écrite un petit peu à l'avance, non? Vous ne pensez pas? Oui, moi je pense que, selon moi, j'ai vraiment le sentiment de la partie de poker menteur. Tout était prêt, donc ils savaient qu'ils allaient se faire retirer. Il y a même à certains endroits et dans le jugement, parce qu'on a eu, donc il y a eu la juge a dit mais que finalement c'était pas vraiment un retrait. Ils avaient même eux-mêmes fait tarder à publier l'application. Il y a un petit flou sur l'annulation, l'interdiction et ce qui est une espèce de partie de poker menteur on a plein de monde derrière nous, c'est-à-dire 700 millions d'utilisateurs. Sur ces 700 millions, on va en avoir quelques-uns qui vont publier et on va faire un raz-de-marée. Et je pense que ça s'en est pas suivi. Ouais, il y a eu un effet pchit. L'inverse aurait pu être possible. On aurait très bien pu avoir derrière un effet boule de neige. Alors est-ce que c'est le mauvais timing? Est-ce que c'est tombé en plein été? Est-ce que c'est tombé... A priori, les jeunes qui jouent à Fortnite jouent tout le temps. Donc c'est pas un problème de temporalité, mais j'ai l'impression que pour moi, c'est un coup raté. Didier, ton avis, au-delà du coup de marketing, c'est un coup de poker manqué de la part d'Epic et de son fondateur, directeur général, Tim Sweeney? Moi, je pense qu'ils ont tenté de négocier en vain avec Apple, mais comme l'ont fait d'autres éditeurs de jeux avec Steam, qui prend aussi des coms un peu comme ça, avec qui tu arrives à négocier en fonction de ton poids. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a qui sortent de Steam, mais il faut avoir quand même des sacrées épaules. Et Steam, c'est un nain par rapport à Apple. Aujourd'hui, là, c'est vraiment David contre Goliath. Enfin, je veux dire, si Apple ne remet pas Fortnite, le seul qui en crève, c'est Epic. Apple, ils en ont rien à faire même s'ils gagnent beaucoup d'argent au passage, Apple. Mais c'est mais ils en gagnent, mais c'est quand même peanuts dans leur économie globale de l'App Store. Pour moi, vraiment le seul point risqué pour Apple, c'est plutôt la bataille d'image. C'est qu'effectivement, si d'autres éditeurs avaient un petit peu le courage de faire ça, s'ils perdaient des gros éditeurs, là, ça deviendrait un petit peu plus compliqué. Et en plus, ce qui a un peu fait un coup dans l'eau, c'est que Google aussi l'a viré Fortnite. C'est-à-dire que Google a été solidaire d'Apple, mais c'est normal parce qu'ils sinon ils font sauter leur système de commission. Mais si Google avait dit non, mais vous voulez jouer à Fortnite, venez sur Android,
ça aurait été un sacré coup, et peut-être que Epic comptait un petit peu là-dessus, mais ça s'est pas passé comme ça. Donc il leur reste la guerre d'image. Effectivement, moi je pense, quand tu vois un peu les réactions, c'est quand même, les gens sont assez partagés quand même. C'est-à-dire qu'il y en a quand même beaucoup qui commencent à voir dans Apple effectivement cette image de Big Brother, alors qu'Apple a été pendant longtemps un challenger, et c'est un vrai retournement de situation. Ah oui. Cette pub est magique. Enfin, quand on la regarde nous, moi je l'ai trouvé incroyable quand même. Quand tu imagines Steve Jobs qui faisait un gros doigt d'honneur devant IBM, tu imagines aujourd'hui le Steve Jobs de maintenant, il aura envie de faire presque un gros doigt d'honneur devant Apple. C'est quand même dingue, quoi. En tout cas, l'éditeur semble s'être mis lui-même dans cette situation difficile. C'est pas moi qui le dis, hein, je paraphrase la magistrate qui a rendu en urgence la décision pour permettre à Fortnite de revenir. Il n'est pas revenu. Alors, quelles conséquences concrètement pour Epic ? C'est vraiment la poule aux odeurs, hein. Laurent ou Stéphane, aujourd'hui, Fortnite, ils vont perdre beaucoup d'argent dans l'histoire parce que l'achat in-app, c'est ce qui permet de financer tout ce qui est skin, vêtements, accessoires et les montants qui étaient générés sont monstrueux. Hein. C'est 4 milliards de dollars, je crois, en 2017. Ils peuvent tenter de republier l'app sans le... Tu penses qu'il va être obligé de faire marche arrière ? À minima, c'est, tu vois, c'est dès que la conséquence économique. Epic Games, c'est quand même l'un des studios les plus rentables de l'histoire de l'industrie, hein, valorisé 17,3 milliards de dollars. Ça, c'était en juillet lors de sa dernière levée de fonds. 17,3 milliards, levée de fonds d'1,8 milliard. Bref, qu'est-ce qui va se passer concrètement, Didier, pour ceux qui ont téléchargé Fortnite aujourd'hui ? On peut bien sûr continuer à jouer, mais on n'aura pas les derniers épisodes, c'est ça ? Non, mais ça de plus en plus compliqué et très vite parce qu'il y a déjà plus effectivement la nouvelle saison. Donc là, ça va être foutu pour eux. Et puis surtout, c'est-à-dire que les mises à jour d'iOS peuvent planter le jeu. Voilà, une application quand elle est plus mise à jour, tu te rappelles Flappy Bird, là, l'histoire de Flappy Bird, très vite ça fonctionnait plus. Et en fait, il va se passer exactement ça. C'est-à-dire que s'ils trouvent pas un terrain d'entente ou si la justice va pas assez vite, ça peut être quand même la fin totale de Fortnite. Et quelque part. Voilà, il y a plein de jeux comme ça qui sont arrêtés d'un coup. Tu vois, si j'en sais rien, l'éditeur cool, il se serait passé exactement la même chose. Parce qu'il y a le rebond aujourd'hui pour Epic, il est compliqué parce qu'il est que judiciaire finalement. Et est-ce qu'on ne craint pas on sait qu'Apple, même s'ils ont déclaré, nous espérons qu'il sera de nouveau possible de travailler ensemble, regarder à l'avenir, hein, mais ce n'est pas possible aujourd'hui. Apple semble vouloir apaiser, hein, en disant voilà, bon. On va peut-être se remettre d'accord, mais on sait qu'Apple a plutôt de la mémoire, messieurs. Hein, donc, à mon avis, il risque d'avoir une dent pour longtemps contre Epic. Est-ce que le jeu est important dans l'achat d'un iPhone pour la nouvelle génération ? Je pense que oui. Ah oui, alors moi j'ai entendu une maman dire à son fils dans la rue l'autre jour qui a voulu un iPhone. Il n'y a plus Fortnite, tant pis pour toi, il ne fallait pas vouloir un iPhone. Et donc la mère était contente de se dire waouh, on a gagné. Non, mais je précise quand même, il y a beaucoup de pédopsies qui sont obligés de jouer et d'apprendre à jouer à Fortnite parce qu'ils ont beaucoup de patients qui ont des problèmes d'addiction avec ce jeu. Tout à fait. Alors moi j'ai rencontré une équipe géniale à Paris de pédopsie qui s'appelle Cogitos, hein, qui est venue faire une conférence justement sur l'addiction et entre les enfants et les adultes, hein, parce que ça joue sur les adultes. J'ai découvert que par exemple typiquement tout ce qui est addiction, le fait de pouvoir refuser certaines choses, c'est qu'à l'âge de 25 ans, c'est la dernière partie du cortex préfrontal qui mûrit et tout ça, c'est génial. Et en fait, expliquer que dans Fortnite, tout avait été fait, non pas pour faire un jeu addictif au sens comme on fait un jeu, mais ils ont oublié le fait que ce soit un jeu. Et ils sont allés chercher des experts en drogue, des experts pour voir comment finalement il y avait des addictions, typiquement le sang qui est vert, pour pas que ça puisse heurter la sensibilité. Du coup, tu as plus ce problème. Et en fait, tout est fait dans le jeu, mais point par point, pour qu'en fait le jeu, tu sois complètement happé, quoi. Bon, on aura une réponse très vite dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, messieurs, les amis, en tout cas du futur de Fortnite. Il y a une conférence d'Apple qu'on espère bientôt, on va en parler dans un instant dans le Buzomètre. Mais avant, un petit mot sur une clé à brancher sur le port, notre sponsor, bien sûr, la SanDisk, une clé qui vous propose de gagner cette semaine une nouvelle clé, la Expand Flash Drive Go. Hein, c'est une clé à brancher sur le port Lightning de votre iPhone pour y étendre sa mémoire jusqu'à 256 Go et stocker vos photos, vidéos sans encombrer la RAM du téléphone. C'est une nouvelle version avec un nouveau design qui permet de protéger les connecteurs et de l'accrocher à votre porte-clés. Hein, bref, SanDisk vous propose d'en gagner un exemplaire, une clé en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Et encore une fois, merci à SanDisk de nous soutenir. Soyez attentifs, on a déjà glissé la réponse. Voilà. En attendant, revenons au sujet de fond concernant finalement cette guerre entre
Epic et Apple est-elle aujourd'hui trop gourmande avec l'App Store? Alors les amis, question simple, on va laisser Didier revenir. Est-ce que 30% c'est trop? Est-ce que c'est plus tenable aujourd'hui pour un éditeur de logiciels, même si on gagne beaucoup d'argent en étant sur l'App Store à l'image de Fortnite? Moi je suis partagé. Et vous l'avez compris, au début de l'émission, on était en désaccord. Je suis partagé parce que je me souviens, lorsque j'ai eu mon premier ordinateur, il y a longtemps, en 1983, la seule façon de... T'étais au biberon déjà. J'étais petit, ouais. Et j'avais moins de 10 ans. Et du coup, tu allais dans une boutique, hein, et tu allais acheter un jeu, tu attendais que le jeu arrive, le jeu était dans une boîte en carton. Il fallait donc, quand tu étais la partie qui revenait au concepteur du jeu, elle était microscopique. C'est-à-dire finalement, tout le reste, c'était la marge... Il y avait 50 intermédiaires. Non. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, et les jeux coûtaient très cher. Et les jeux coûtaient très cher. Il n'empêche encore toujours d'ailleurs. Il n'empêche que ce qu'on appelle à l'époque, ça coûtait très cher. Oui, on appelle ça de la vie. On appelle ça de l'intermédiation. Il y avait plein d'intermédiaires, et donc tout le monde, je vais pas dire se gavait, tout le monde prenait une partie, et finalement il restait très peu au concepteur du jeu. Non, laisse-moi finir. Aujourd'hui, finalement, quand tu arrives à te dire que Apple te met à disposition un marché, et que de ton salon, hein, tu peux publier un jeu et obtenir un marché de plusieurs milliards d'utilisateurs d'un coup, finalement, est-ce que 30% c'est beaucoup? Oui, quand on raisonne à la marge, mais s'il fallait toucher le même nombre, le même public avec une boîte en carton que tu envoies dans des boutiques, dans le traduire, distribuer... Laurent, en t'écoutant, je pense que si je t'écoute, il faudrait garder 10% pour l'éditeur et 90% pour Apple. Non, je te dis juste, je te dis juste que là où avant, on était à... Je veux dire, 90% qui étaient perdus. Aujourd'hui, finalement, il y a 70% qui revient, quoi qu'il en soit, au concepteur du jeu. Ce qui est déjà bien. Maintenant, je suis d'accord avec toi, on pourrait discuter les 30%. Ça paraît beaucoup. Maintenant, imagine l'offre que te permet d'avoir Apple et Google. Hein, on parle d'Apple, mais c'est la même chose chez Google. Hein. Allez, Stéphane, bien sûr, mais ce que je peux Didier derrière. Non, mais c'est intéressant. Mais je répète, accéder... C'est normal qu'il y ait un pourcentage relativement important. Après, surtout après plusieurs années d'exploitation, quand on sait que l'action d'Apple est finalement marginale, parce que bon, ils sont sur l'iPhone, d'accord, mais sans les applis, l'iPhone il sert à rien. Donc c'est aussi un échange gagnant-gagnant. Et normalement, le meilleur alliage dans ces cas-là, c'est gagnant pour Apple, gagnant pour l'éditeur du jeu et gagnant pour l'utilisateur final. Là, j'ai l'impression que c'est gagnant chez Apple, un petit peu gagnant sur l'éditeur, mais pourrait gagner plus, et gagnant... je sais pas, j'exagère un peu, mais je suis provocateur un peu sur le sujet, parce que je trouve quand même, c'est le côté unilatéral des décisions qui sont prises. C'est pas acceptable. Oui, et puis il n'y a pas forcément de et en plus, il y en a certains qui bénéficient d'accords. Il y en a qui bénéficient d'accords. Et c'est pourquoi on bénéficie d'accords? Parce que ça leur permet de rentrer dans la grande famille de la télévision pour Canal et autres pour Amazon, etc. Et ce que je veux juste dire, et c'est pour ça que mon ton est un peu plus polémiste que d'habitude, je trouve... C'est bien. Quand on est dans une logique d'échange, il faut qu'il y ait un minimum de dialogue, et j'ai l'impression qu'il n'y en aura jamais. Et moi, là où je dis que c'est beaucoup plus grave, on en a un peu parlé au début de l'émission avec iOS 14 et l'arrivée donc de Safari qui coupe tout, publicité. Qui laisse la possibilité de le faire. Qui laisse la possibilité de le faire, mais en gros, c'est la mort annoncée de tous ceux qui ont comme modèle d'être financés par la publicité en restant gratuit. Dans la presse notamment. La presse en particulier, dont Mac Forever. Ils prennent une décision de façon unilatérale, et donc maintenant, il y aurait tout un pan des activités de gens qui travaillent, et qui donc tout travail normalement devait être récompensé, qui en dépendrait d'une décision unilatérale. Donc moi, c'est ça que c'est même pas les 30%, à la rigueur, c'est accessoire. C'est le fait de prendre des décisions. Pour rentrer dans le moule, il n'y a pas de particularité. Et c'est pas possible, il faut avoir un contre-pouvoir à force. Alors je voudrais juste revenir. Olivier et moi, on sommes des passionnés de Formule 1. Ouais. Et dans la Formule 1, donc ce qu'il faudrait, contrairement à ce que disait un de nos tweetos, qui disait que lui, il faudrait que l'ONU rentre dedans, je pense que ça serait la pire des choses. L'ONU ne comprendrait pas. Non,
Par contre, il pourrait se passer ce qui se passe dans beaucoup de sports, type la Formule 1. Donc, dans la Formule 1, il y a eu ce qu'on appelle donc les accords Concorde, où en fait, ce sont les écuries qui discutent avec le promoteur, en l'occurrence la filiale de la FIA, enfin la joint venture avec la FIA qui fait ça. Et là, on pourrait envisager, c'est qu'il y ait une sorte de société où seraient représentés à la fois les gros éditeurs, comme une société d'auteurs pour les artistes. Société, voilà, comme une société d'auteurs, où il y a une négociation avec Apple. Effectivement, je te l'accorde. Et donc il y a une négociation, une explication avec un contre-pouvoir et tout ça, possiblement. Après, c'est pas Safari. Hein. Là, je te parle pas du cas Safari que tu as soulevé. Je te parle juste de l'App Store. Le cas Safari est un autre cas. Alors, Apple a pourtant accepté de baisser sa commission. La seconde année, notamment, elle passe, je crois, à 15%, Didier. Mais il ne semble pas qu'Apple, en tout cas, veuille aller plus loin, hein, Didier. Non, moi je pense que Apple prend le maximum qu'elle peut prendre. Enfin, voilà, c'est tout. C'est une entreprise, c'est pas vertueux, c'est juste comme ça, quoi. C'est dicté par les lois du commerce. Après, ce que je voulais dire par rapport à ce que disait Laurent, c'est que effectivement le parallèle avec les boîtes d'avant. Où tout le monde se gavait au passage, mais aujourd'hui Apple aussi a fait baisser le prix des jeux, c'est-à-dire qu'il faut faire beaucoup de volume pour vendre, pour faire du bénéfice. Mais le volume, il est fait, Didier, il est fait de fait. Pas pour tout le monde. Epic ils vont quand même très bien, mais pour les petits éditeurs, c'est pas si facile de faire du volume. Et aujourd'hui, d'ailleurs, tu vois, les petits éditeurs, ils ont quand même beaucoup de mal à avoir une visibilité justement sur l'App Store. Ils ont un accès au marché potentiellement, mais tu enlèves 20% de TVA, 30% de taxes Apple. Et puis, quand même, quand tu prends de l'INAP à chaque fois, c'est un petit peu comme si tu achetais ton journal là, chez ton buraliste, et si tu te servais du journal pour, je sais pas, prendre un abonnement, pour acheter quelque chose via une publicité, etc., c'est comme si ton buraliste, servait à chaque fois, tu vois. Et dans l'économie réelle, ce serait quand même assez compliqué de mettre ça en place. Donc les 30%, je dirais que c'est la somme. Il faudrait pas aller au-delà de ça parce que ça ce serait plus du tout rentable pour les éditeurs. Mais effectivement, ils ont aucun intérêt à baisser cette somme tant qu'ils ont cette espèce de monopole. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça peut marcher le fait de faire discuter effectivement les éditeurs et Apple, ça pourrait marcher s'il y avait 10 éditeurs. Mais là, il y en a beaucoup trop. Donc Apple dirige ça pas du tout comme une démocratie, c'est elle qui prend les décisions, et puis libre ou pas aux éditeurs d'accepter ça derrière. Mais je pense qu'il n'y a pas de solution. La seule solution serait politique, serait d'obliger Apple effectivement à proposer soit un autre App Store, soit je sais pas, de pouvoir renégocier ce truc-là, mais sous quels critères, tu vois. Il faudrait des critères qui soient homogènes aussi en fonction des boîtes. Et puis je trouve que Apple en plus ne met aucune vertu là-dedans. Par exemple, il y a des secteurs qui sont plus compliqués que d'autres. La presse, je vois 30% sur la presse, c'est énorme. Juste pour te donner un indice, tu vois, nous on fait des petits abonnements sur le site, on utilise PayPal, c'est quelques pourcents qui nous prennent. Donc c'est déjà pas mal, mais sur des petits abonnements, tu vois, nous à 1,50€, 2€ par mois, 30% c'est énorme en fait. Tu t'enlèves la TVA et ça. Oui, il y a peu de médias qui margent à 30%. Je discute pas sur le pourcentage. Hein. On est d'accord là-dessus. C'est l'uniformisation qui est payée. C'est-à-dire que pour les jeux vidéo, tu peux imaginer reverser 30%. Pour Canal, tu peux imaginer, ils le font pas, reverser 30%. Mais pour un titre de presse, c'est juste pas possible, parce qu'aujourd'hui, en presse, tu marges à 4, 5%, pas à 30%. Donc si tu donnes 30% à Apple, c'est mort. Et tu n'as pas la base de données. Et tu n'as pas la base de données. Mais il faut vraiment qu'on avance, qu'il faut quand même qu'on parle de l'iPhone. Juste un point quand même pour conclure sur l'App Store. En tout cas, ça ne prend pas le chemin qu'Apple assouplit ses règles, parce que vous avez bien vu que ça devient de plus en plus sous l'impulsion de Tim Cook, une société de services. Et au dernier trimestre, les ventes tirées de l'App Store étaient records, et d'Apple Music également, ou encore de l'Apple TV, ça constitue près de 22% de son chiffre d'affaires, donc ça devient une entreprise de services. En revanche, Stéphane, les taux, on parlait de régulation, de décisions politiques, il semblerait qu'en Europe, il y ait quand même une prise de conscience qui soit plus importante qu'aux États-Unis, où Apple est vraiment un petit peu dans l'œil du cyclone, et jugé pour abus de position dominante de la part de la Commission européenne. On pense notamment au cas Spotify. On sent peut-être que le coup de semonce peut venir de ce côté de l'Atlantique. L'Europe a déjà fait la RGPD, et je pense que tout le monde entier en a vu les résultats. Peut-être qu'on aura encore plus de résultats quand il y aura une amende record qui va tomber, je l'espère. Par contre, par rapport à ce que tu disais juste avant, par rapport Apple devenait une société de services, j'ai cru comprendre ou entendre que des rumeurs de plus en plus insistantes de bundle pour la première fois auraient lieu le 1er octobre. Donc on aurait encore plus. Il y a une keynote le 1er octobre, on en parlera tout à l'heure. Non, mais on aurait, donc il serait annoncé le 1er octobre, et donc en gros il y aura encore plus de services qui seraient vendus. Alors, les plus extrêmes les plus incisifs dans ce domaine,
cette semaine, c'est tombé, c'est en Russie où un député a fait une proposition de loi qui obligerait Apple et Google à avoir une commission maximum de 20% sur ses stores respectifs. Et en plus, Apple serait obligé de verser un tiers de leurs commissions à un fonds spécial de formation pour les spécialistes en informatique qui permettrait de développer les talents IT. Ils ont trop d'argent, de toute façon, ils s'en foutent. Voilà, et voire carrément, la Russie voudrait forcer Apple à ouvrir un App Store alternatif. Est-ce que quelque part, on est loin finalement de l'image de l'App Store qu'avait défini Steve Jobs il y a plus de 10 ans maintenant, où Apple avait quelques pourcents de parts de marché? Est-ce que la solution ne serait pas de créer un autre App Store où il y aurait moins de visibilité, donc moins d'argent qui se gagnerait, mais qui laisserait un peu plus de liberté? Est-ce que vous croyez au scénario d'un App Store alternatif? Moi, j'espère pas. Je préfère une baisse des prix, tu vois, que ça descende à 15 ou 10% et que, tu vois, ça soit effectivement, on revienne à la discussion qu'on a eu tout à l'heure avec Stéphane. C'est le coût d'accès au marché et de vente, et c'est un petit montant. De toute façon, ils sont riches comme Crésus, comme disait Aurélie, ma grand-mère. Et donc, ça serait mieux que l'App Store alternatif. Disons que tu casses ce fameux modèle Apple dont on parlait tout à l'heure, qui est protecteur. Tu vois, il y a des gens qui ont l'App Store alternatif. Ils ont jailbreaké leur téléphone et ils ont Cydia. Et ils ont, tu vois, c'est quand même plus compliqué. Oui, mais tu vois, il existe un App Store alternatif. Ouais, et justement, il existe dans un environnement qui n'est pas protégé. Donc, Allez, avant de revenir sur la star de cette rentrée, à savoir l'iPhone 12, en tout cas la star annoncée, et de répondre à toutes vos questions concernant le prochain smartphone d'Apple, place au busomètre. Allez Didier, on t'a réservé un tout nouvel habillage et tu vas nous lister les 5 rumeurs ou les 5 infos qui ont le plus buzzé cet été du côté de la plateforme et du site Mac Forever. Oui Olivier, alors on commence avec l'Apple Watch. Alors comme tu sais, chaque année effectivement il y aura une nouvelle Apple Watch, mais quand est-ce qu'elle arrivera, on ne sait pas, puisque l'événement autour de l'iPhone semble être repoussé donc au mois d'octobre. Donc a priori, tu vois, si tout sera en même temps iOS, WatchOS, théoriquement on n'aurait pas d'Apple Watch avant le mois d'octobre. Voilà, mais en fait les sites de rumeurs sont un peu contredits ces derniers jours, donc c'était assez rigolo. Il y en a certains qui pensaient que l'Apple Watch sortira avant, même iOS 14 avant l'iPhone 12. Moi je crois plutôt quand même à une petite keynote avec tout dedans, tu vois. Seconde info aux rumeurs, Didier. Alors en attendant nos iPhones, nos Apple Watch, on aurait peut-être un iPad Air. Alors là, il y a eu plein de choses qui sont tombées, des designs, des coques. En gros, le nouvel iPad Air ressemblerait un petit peu à l'iPad Pro avec Touch ID. Alors non pas Face ID, donc du coup on aurait Touch ID mais sur le bouton du volume, sur le bouton ou d'alimentation. Et du coup, ce serait un petit peu bizarre quand même, je trouve, au niveau de l'identification. Ça fait mais peut-être moins cher. Enfin, Face ID quand même, ça me paraît, tu vois, il commence à être amorti le truc maintenant. Oui, je pense aussi. Donc voilà, mais effectivement, ça pourrait arriver là ces prochaines. Peut-être que ça va sortir dans ces prochains jours, tu vois. Troisième info aux rumeurs, je crois que c'est une info. Oui, alors là, c'est toujours des estimations de vente puisqu'Apple ne donne pas effectivement la ventilation de tous ces produits, mais l'Apple Watch et les AirPods continuent de cartonner. En tout cas, là, c'est un cabinet d'analyse qui nous a dit qu'ils auraient vendu 30 millions de produits, alors tout confondu, sur 3 mois, ce qui est quand même assez énorme. Et c'est drôle parce que ça, c'est vraiment du business pur Tim Cook, des produits qui sont vraiment nés sous l'ère Tim Cook et qui, petit à petit, font un sacré fond de roulement. Ils pourraient presque créer une boîte rien qu'avec ça maintenant. Quatrième rumeur, Didier. Et on reparle des AirTags, tu sais, les petits AirTags, donc ces petits appareils que tu mettrais dans ton sac, dans ta voiture, et puis qui te permettraient de retrouver tes affaires facilement, voilà. Mais tu sais qu'ils sont sur un petit conflit judiciaire avec TIL là, donc peut-être que voilà, il y a des problèmes de brevets ou ils pourraient racheter Tile, ça serait tellement plus simple. Hein. Mais Apple ne rachète jamais de boîte. Non, mais c'est fou, hein. C'est fou, hein. C'est incroyable. Si ils ont racheté Beats dans les visibles. Ouais, c'est l'exception qui confirme. Non, ça marche pas pour Apple, mais c'est vrai que ce serait plus simple. Mais apparemment, ils veulent aller plus loin avec les AirTags. Mais on verra dans la réponse dans quelques semaines. Moi, je suis pour Stéphane et contre. Voilà. C'est bien, ça va être comme ça maintenant, tout le temps. C'est bipolaire, cette émission. Cinquième rumeur, Didier. Ah là, Stéphane va être content. On reparle du MacBook 12 pouces. Oui. Voilà, une rumeur qui évoque son retour, mais avec une puce ARM, ce qui serait logique, hein, puisque c'est un ordinateur tout fin, sans ventilation. Et d'ailleurs, ça ferait un très bon premier candidat, je trouve. Oui, c'est vrai. Pour ces puces. Tout à fait. Et d'ailleurs, on peut pas changer. On donne nos 12 pouces hors ciel version. Tiens, il vaut plus rien, je te confirme. Mince, tu peux faire cuire un œuf quand tu y chauffes tellement que. Voilà. Et quand j'ouvre 2 onglets avec mon Chrome, il fallait pas acheter la première version, donc tu vas pas acheter la première version à ARM. Tu vas m'écouter pour une fois et attendre un petit peu. Non, mais j'avais envie. C'était pas mal. Hein. Merci Didier. Il t'a plu le nouvel habillage ? Il était incroyable et à la hauteur de hauteur du talent de Oscar qui nous a produit ça. Bravo Oscar, qui est derrière la vitre et derrière la régie.
Allez, on va aborder ce qu'on attend tous, à savoir les dernières rumeurs. On fait le point, on répond à toutes vos questions, on s'emballe pas, autour de l'iPhone 12. Pourquoi je parle de l'iPhone 12 ? Il y aurait 4 modèles d'iPhone, messieurs, au programme. C'est un iPhone 48. Les amis, oui, c'est l'iPhone 48. Tu nous as tourné quelques images, Didier. Merci à toi parce que tu as reçu les mock-ups. Tu nous expliques un petit peu. Allez, présente-les-nous, ces iPhones, Didier. Bah oui, écoute, tu vois, il y a ça qui traîne un petit peu sur les sites chinois. En fait, les mock-ups, ça sert en gros pour les vendeurs ou ceux qui fabriquent des housses aussi à tester donc leurs produits. Et voilà, forcément, quand tu as des gens qui bossent dans les usines, qui ont accès un peu aux fichiers, donc ils arrivent à recréer des iPhones comme ça qui sont vides en fait. C'est du plastique. Ils font du moule, la plupart du temps. Mais ça donne en fait une bonne idée. Nous, c'est intéressant de les avoir parce que tu les as en main, tu vois un petit peu les tailles, à quoi ça correspond. Donc là, on aurait 4 iPhones, donc un iPhone beaucoup plus grand que le Pro Max actuel. Donc là, en main, ça se ressent. Un Gigamax. Ouais, puis tu vois, comme les bords sont plus épais, finalement, il fait encore plus gros, j'ai trouvé en main. Ouais. Voilà. Et par contre, alors ça c'est assez intéressant pour ceux qui aiment bien, par exemple, l'iPhone SE, la petite taille du SE. Et ben, on aurait la même chose en iPhone 12 de base, donc un petit iPhone qui se tient bien en main. Et puis tu peux le voir là, comme il a justement les bords un peu taillés à la serpe, je trouve qu'il glisse moins aussi. Enfin, moi j'ai trouvé ça assez agréable. Par contre, c'est un peu la seule nouveauté a priori. Tu vois, en termes de design, on a toujours l'encoche, on a toujours le triple capteur. Non, pas trop vite, Didier. Voilà. Non, mais c'est esthétiquement, ça va pas être la révolution non plus. Ne spoil pas l'émission, s'il te plaît. Bref, 4 modèles, tu l'as dit, d'iPhone, 2 nouveaux modèles d'iPhone 12, enfin 2 modèles pas pro, équipés, tu l'as dit, d'un écran de 5,4 ou 6,1. Donc il y aurait 2 modèles. L'année dernière, il n'y en avait qu'un seul pour l'iPhone 11. Donc une version plus petite, tu l'as noté proche de l'iPhone SE. Donc ça va vraiment intéressant parce que moi, ça m'excite bien, un modèle assez compact. Et puis le fleuron de la gamme, les iPhone 12 Pro qui seront plus grands. Tu l'as dit, 2 modèles de 6,1 et 6,7 pouces. En clair, une phablette, on peut le dire, sur les terres de Samsung et de ses Galaxy Note. Ces Galaxy Note. Alors, tu lui disais des écrans plus grands et bonne nouvelle cette année, a priori, il n'y aurait plus de LCD, Stéphane. On aurait, en plus de ce form factor qui nous plaisait tant avec les iPhone 5. 4 et 5. 4 et 5, ouais. 4 et 5, tu vois, j'ai un trou de mémoire. Même c'est aujourd'hui. Oui, non, mais j'ai regardé les dates. L'iPhone 4, ça date de 2010, donc il y a 10 ans. Donc, on va revenir sur le design. Une éternité. Ouais. Mais c'est sûr que là, on va passer, je pense, une étape non négligeable et qui va durer plusieurs années, je pense. Parce que là, sortir 4 iPhones d'un seul coup, c'est plutôt une première pour Apple. Oui. Et donc là, il fallait bien qu'il y ait des différences assez marquantes entre ces 4 et l'écran. Eh bien, un élément, c'est la première chose qu'on fait quand on allume le téléphone, c'est bien sûr et les rumeurs l'écran. qui annoncent que les bordures seraient plus fines, ça pourrait s'expliquer parce qu'effectivement sur le LCD il y a un peu plus d'espace et sur le LED c'est moins le cas. Et que le bord ne soit pas arrondi comme maintenant, mais que le bord soit carré comme les iPhone 4. Ça va dans la bonne. Par contre, l'encoche semble toujours là, Didier, on est bien d'accord. Ils l'ont pas réduit comme l'annonçaient les rumeurs a priori. Non, c'est clair. Mais bon, par contre, quand même, grand écran, moi je trouve ça hyper cool parce que tous les Android récents sont quand même assez grands. Et puis l'OLED, c'est pareil, t'en as sur des appareils à 200 balles, donc maintenant faut qu'ils s'y mettent quand même, Apple. Et puis l'écran serait comme sur l'iPad Pro, doublerait la fréquence d'affichage, c'est ça, 120 Hz ? Ça, on en parle depuis longtemps quand même. C'est des rumeurs, on les a chaque année, tous les ans déjà. Et là, ça arrive pas. Mais je pense que ça arrive pas parce que ça pompe de la batterie quand même. Donc d'ailleurs sur Android, quand ils te disent il y a du 90 Hz, du 100 Hz, souvent c'est dans certaines conditions. Des fois, il faut même l'activer. Et des fois, quand tu l'actives, il faut même baisser la résolution de l'écran. Il repasse en 1080. Donc, je pense qu'Apple attend juste que ce soit le bon moment en termes d'économie d'énergie. Allez, on va essayer de répondre aux questions que vous nous avez posées sur le compte Twitter d'Aurélien.tv. La première question, elle est de Féfé du 83. Elle est rigolo, ce petit nom. Bonjour, pensez-vous que l'iPhone 12, il faut dire bonjour, il faut nous aimer, mettre des cœurs, des likes, bon j'arrête, va casser les codes, pensez-vous que l'iPhone 12 a cassé les codes, car je n'ai pas changé du XS Max au 11 Pro Max, car pour moi c'était le même, si le 12 est encore le même, je serais déçu, pourquoi pas changer de marque, tu l'as dit tout à l'heure, le design serait très proche de l'iPhone 4, voire carrément très propre de ton iPad Pro devant toi. L'iPad aujourd'hui est très proche de l'iPhone 4. Oui, et on peut le poser presque à plat,
il tient en équilibre. Il tient en équilibre. Ouais. Et même là, parce que j'ai fait un petit, là j'ai pris deux sources différentes. Moi, en gros, j'ai pris le nombre d'iPhone vendus depuis le début. Ouais. Donc en 2007, c'était 1 million parce qu'il n'y en avait pas beaucoup et ils démarraient nos amis. C'était déjà pas mal. C'était déjà pas mal. Mais donc quand il y a eu donc des formes différentes, en l'occurrence l'iPhone 4 et l'iPhone 5, Apple est passé de 40 millions à 72 millions. C'était un boost à chaque fois. Un boost à chaque fois. Donc et bien sûr, à chaque fois qu'il y a eu des formes facteurs différentes, par exemple quand il y a eu un changement entre l'iPhone 5 et l'iPhone 6, on est passé de 169 millions à 231 millions. À chaque fois, il y a un cap. Il y a surtout des grands écrans qui sont arrivés. Bien sûr, des écrans, non, mais ça donnait plus envie. Mais là, il y en a 4. Là, je prédis, pourtant, je suis jamais vraiment très sympa avec Apple, mais là, je prédis vraiment un raz-de-marée. Ouais. Je l'espère, en tout cas. Alors, en termes de design, on a vu que ça devrait être quand même... Il manque de l'argent, ces pauvres gens. Une évolution proche des iPad Pro avec ces tranches en métal, en aluminium sur les modèles Pro et en acier inoxydable, sur les modèles normaux et sur l'acier inoxydable sur les modèles Pro. Le dos devrait toujours être en verre pour permettre, en verre dépoli comme sur les iPhones d'aujourd'hui, pour permettre la recharge à induction. Alors il y a une rumeur récurrente d'hier, ça concerne le retour de Touch ID puisque les lecteurs d'empreintes digitales sont revenus chez les concurrents d'Apple, où ils ne sont jamais partis d'ailleurs. Et maintenant, ils sont sous les écrans. Alors, bien sûr, les maquettes, on ne peut pas le vérifier. Mais est-ce que tu crois à cette rumeur ? En fait, j'aimerais bien, et je pense que ça tomberait bien, parce que je pense comme tout le monde maintenant, on met des masques partout, c'est hyper pénible, et du coup, on passe notre temps à taper les codes. Donc, tu vois, si on a encore des masques pendant 6 mois ou 1 an, ce serait quand même super bien d'avoir ça. D'autant qu'on trouve ça pareil sur des téléphones Android qui sont pas si chers que ça. Donc à voir si ça a intéressé Apple. Et faut pas oublier aussi un truc, c'est que toutes les gammes d'iPhone commencent à être avec Face ID maintenant. Et il y a pas mal de gens peut-être qui vont avoir quand même besoin encore du doigt pour un certain nombre de raisons. Donc ça pourrait être quand même un argument, tu vois. Mais est-ce qu'ils le feront sur tous les modèles ? Est-ce qu'ils le feront que sur le haut de gamme ? On sait pas trop en fait. Apple aime plutôt uniformiser les usages, Laurent. Oui, après, c'est un sujet qu'on a déjà abordé dans une émission précédente. Et je rappelais que, a priori, le téléphone, ils l'ont pas terminé hier. Hein. Non. A priori, ils l'ont terminé en janvier, février. Avant le confinement. On était avant le confinement, on était avant la crise sanitaire aux États-unis, on était avant tout ça. Mais ils sont obligés d'en tenir compte, là. C'est pour ça qu'il y a le retard. Je sais pas. Retard, je pense que c'est un petit outil de production, parce que là, en ce moment, la logistique, elle est un peu compliquée avec la Covid. Comme vous voulez. Ça serait intéressant. S'ils n'en tiennent pas compte, ils sont... Non, ce qui serait intéressant, c'est que s'ils en tiennent compte, c'est-à-dire qu'on aura une information, entre guillemets, sur jusqu'à quand ils peuvent figer ou modifier le... Non, mais j'y crois pas, le truc, quand même, parce que l'histoire du truc, parce qu'en plus, je l'ai essayé, moi, sur les Android, ça marche. Le Samsung, qui est équipé d'un capteur sous l'écran. Ça marche, moi, je peux vous le faire essayer, mais je pense que toi, tu arriveras à le déplomber, le mien. Bref, allez, question de nos tweetos. Regardez, question de Soulaï. L'iPhone 12 sans écouteurs ni chargeur, c'est aussi une rumeur récurrente tout au long de l'été, le fait que la boîte serait vidée pour des raisons purement écologiques, sur le papier en tout cas, des raisons d'économie pour Apple, de ses écouteurs et chargeurs. Tu y crois, Didier ? Oui, parce que Apple a enlevé des... Tu sais que l'autre jour, j'ai regardé dans mon premier iPhone, il y avait un dock, dis donc. Tu te rappelles de ça ? Oui, mais il donnait dock, chargeur, il valait t'avais la totale, et il coûtait 400 non, il valait rien. Non, avec l'abonnement Orange, souviens-toi. T'avais quand même ouais, non, mais moi je l'avais acheté sans abonnement, il était quand même moins cher. Oui, mais États-Unis. Moi j'avais la carte AT&T. Oui, moi j'y crois pas. Peut-être aux États-Unis. L'Europe l'interdit. Ouais. L'Europe l'interdit, donc tu es obligé d'avoir un casque pour les questions de... Un casque et un chargeur, ce qui est débile en soi, puisque l'Europe dit aussi qu'il faut faire des économies, donc il faudrait un chargeur universel. Mais bon, on n'est pas... Le casque, c'est pour téléphoner en main libre, en France. Schizophrénie. En France, en tout cas. Ouais. Et Apple pourrait te le facturer en plus. Non, ce que pourrait faire Apple... ou pas. Non, ils le feront jamais, bien sûr. Non, ce que pourrait faire Apple... Ils l'ont jamais fait, mais ce que pourrait faire Apple, c'est que finalement, ils vendent sur certaines géographies 2 boîtes. C'est-à-dire que quand tu achètes ton iPhone, tu as une boîte avec le téléphone qui est le même dans le monde entier, et une boîte avec le chargeur et les écouteurs. Allez, autre question de Christophe sur Twitter, toujours à iPhone 12, USB-C pour créer la surprise et uniformiser la gamme. Depuis que l'USB-C est arrivé sur le MacBook, il y a plusieurs années, on annonce ça. Moi aussi, j'en rêve. Stéphane.
C'est un doux rêve, mais je pense qu'on n'y arrivera pas parce que je pense qu'Apple déjà n'a pas écouté et suivi la directive européenne de suivre et d'uniformiser en USB-C tous les charges sur les téléphones. Mais ils sont restés sur le Lightning. Et de toute façon, on s'est tous ruinés en câble Lightning. Oui, de quoi acheter. Non, par contre, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un câble Lightning USB-C. Oui, ça existe déjà. Hein. Oui, ça existe déjà. Non, mais c'est ce que. Pressé, donc il va coûter encore plus cher. Donc c'est pas au programme. Autre question d'Alain Tranouest, toujours un fidèle décidément. Je n'y crois pas concernant l'USB-C, mais je peux me tromper. Je pense que l'avenir de l'iPhone sera complètement sans fil. Voilà un discours intéressant. Ouais. Et donc sans port, ils garderont donc le Lightning d'ici là pour les utilisateurs déjà équipés. Et j'en suis content. Toi, tu dis touche pas à mon port. C'est pas ça, c'est qu'en gros, quand tu charges en sans fil, tu consommes. Balance ton port. Arrêtez les mecs. On est un peu sérieux. Oh, c'est la première. Écoutez. Je sais justement, là, c'est pour ça. Balance ton port. Vas-y, on la garde. Non, mais justement, on va la garder. Ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, quand on charge uniquement en sans fil, on consomme 30% d'énergie en plus. Ouais. Donc, j'ai dit. Voilà. Bon, écoutez, voilà une réponse pointue, pour essayer précis. Il faut que ça soit toujours comme ça, Stéphane. Allez, autre question. Cet enregistre du ou des capteurs photo. Une question de Chouinard sur Twitter. L'iPhone 12 égale encore du 12 mégapixels. Quelles sont les infos que tu as, Didier ? Déjà, est-ce que tu sais pourquoi ils font 12 mégas et pas 18 ou 20 ? Non. Et c'est pour une raison très simple, c'est quand tu filmes en 4K, 12 mégas c'est à peu près la résolution de la 4K. Et du coup, tu n'as pas besoin de faire de la réduction, tu sais, du sampling de ton image, et ça leur coûte beaucoup moins cher en termes de calcul. Donc voilà pourquoi je pense qu'ils ont tardé un petit peu à le faire. Après, c'est vrai que 12 mégas, ça commence à être un petit peu moyen, surtout qu'il y a des téléphones qui commencent à filmer en 8K, on l'a vu chez Samsung. Donc moi, je pense que ça vaudrait le coup quand même d'augmenter maintenant les mégapixels, d'autant qu'ils ont la puissance de calcul donc pour faire de la belle 4K. Et moi, je trouve que ce qui manque le plus aujourd'hui sur l'iPhone, c'est vraiment, comme le disait notre tweetos aussi, un téléobjectif, parce que toute la concurrence est au moins sur du x3, x5, et que surtout à ce prix-là, tu auras envie vraiment de quelque chose qui envoie, quoi. Oui, moi, je suis souvent à la montagne, là. x3, x5 en mécanique, pour le dire. Pas en optique. Oui, en optique, pas en électronique. Ouais. Ouais. Et x2 c'est pas beaucoup parce qu'en fait ça fait un 50 mm on le voit en photo, c'est pour faire des, tu vois, c'est un peu ton regard en fait, mais si tu voulais un vrai zoom pour aller filmer les montagnes ou filmer j'en sais rien des gens un petit peu plus loin, là il faudrait au moins du x4, Olivier qui x5, se baigne sur la plage en Corse. Exactement. Du côté de l'iPhone 12, donc il y aurait quand même toujours deux capteurs, deux capteurs, un grand angle principal et un ultra grand angle, mais on parle quand même c'est une rumeur que j'ai vu passer cet été, d'un 64 mégapixels pour peut-être pour le gros modèle sur les iPhone Pro. Et pourquoi pas, donc tu l'as dit, un téléobjectif plus long, mais c'est vrai que le grand modèle le permettrait physiquement parce qu'il y a plus de place pour loger un téléobjectif, c'est pas évident. Voilà, et puis la puce A14 permet de monter en résolution, Didier, du moins on peut l'espérer. La principale avancée, on l'a vu sur tes images, Didier, c'est concerne l'iPhone 12 Pro au niveau de la photo, parce qu'on devrait bénéficier de 4 capteurs, un grand angle principal, un vrai télé, on espère, un ultra grand angle et nouveauté, un lidar. Alors on en a déjà parlé, un lidar c'est déjà arrivé sur l'iPad Pro. À quoi ça sert, Didier ? J'aimerais bien d'ailleurs voir un peu ce que font les gens qui ont acheté l'iPad Pro de ce lidar, et je pense pas grand chose pour l'instant. On l'avait vu quand même quand on avait fait l'émission, qu'il y a quand même des. Là, tu vois, l'image, on voit en architecture par exemple, ça peut être intéressant de pouvoir scanner des pièces. Il peut y avoir quand même des petites niches sur lesquelles ça peut être intéressant, et puis des choses qu'on n'a peut-être pas encore vues nous, parce que le lidar il est quand même capable de voir assez loin. Donc, je sais pas, tu pourrais effectivement imaginer d'autres applications où je sais pas. C'est peut-être des jeux vidéo, tu vois, qui s'inspirent de ton environnement. C'est ça, augmentée, plutôt que. On sait que ça permet de calculer la profondeur de champ de manière un peu plus fine aussi. Oui, tu sais où tu es dans la pièce, donc c'est pas mal, quoi. Tu as vraiment un environnement 3D qui se fait, et surtout ça demande un peu moins de calcul que d'aller le refaire à partir de photos et de vidéos, donc ça peut être aussi intéressant de ce point de vue. Et l'autre inconnu, mais on sait qu'il y a une nouveauté, mais inconnu en termes de rendu, et on sait que ça aura un impact qui va bien au-delà de l'iPhone, puisqu'on espère le retrouver dans le Max, c'est ce qu'il y a sous le capot, la puce. Tous les modèles d'iPhone 12 et iPhone 12 Pro seraient équipés pour une nouvelle génération de puces, la fameuse A14 conçue bien sûr par Apple. Alors quelles sont les avancées qu'on peut décrire déjà en termes de finesse de gravure? On ferait encore un pas en avant, Didier. Ouais, mais c'est fabuleux, 5 nanomètres quand tu vois Intel où ils sont.
C'est assez incroyable. Et en fait, la boîte donc, qui grave tout ça, TSMC, c'est elle qui fait avancer l'industrie aujourd'hui. C'est celle qui a fait avancer AMD, qui a pu faire des processeurs un petit peu concurrents d'Intel, qui a pu aussi se montrer concurrentiel face à Nvidia, qui est revenu dans la course là cette semaine parce que eux ils sont passés juste à 7 nanomètres. Toi, ils étaient, je crois, à 14 avant. Ouais. Et le bond de performance, c'est énorme. En fait, à chaque fois que tu gagnes comme ça, que tu divises par deux ta finesse de gravure, quasiment tu peux mettre le double de transistors pour la même conso, quoi. Donc quelque part, tu peux augmenter tes fréquences pour à peu près la même puissance et la même consommation. Donc c'est vrai que c'est un bond énorme. Alors est-ce qu'ils arriveront à faire ça à l'infini, puisque je pense que si Apple est passé sur ARM, c'est qu'ils ont une roadmap très intéressante chez TSMC. D'ailleurs, je crois qu'ils ont dit qu'ils allaient passer même à 3 nanomètres ou 2 nanomètres encore d'ici 2-3 ans. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Alors, rappelons que TSMC, c'est dur à dire, n'est pas une entreprise chinoise, mais une entreprise taïwanaise. Mais bientôt pas chinoise, du tout la même chose. Et donc, oui, c'est la petite île qui est indépendante de la Chine et qui n'a pas de très bon rapport avec la Chine. Donc, et d'ailleurs, en parlant de... Donc, il n'y a pas de problème par rapport à l'administration Trump, en clair. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Pardon, Didier. Mais récemment, là, il y a Samsung donc, a sorti ses derniers Galaxy Note, et tu vois que même eux, qui sont quand même historiquement ils font de leur propre puce, et ben ils ont beaucoup de mal à offrir des puces qui sont performantes. Ils commencent à vraiment ramer aussi, et finalement, il y en a plus qu'un qui arrive à graver aussi finement. Ce qui est complètement fou, quoi. Alors d'après Macworld, qui avait fait un papier en début d'année, je crois, la 14 en termes de promesses de puissance, ça laisse rêveur et prometteur. On va voir dans quelques semaines. Les performances offertes par cette puce seraient proches de cet iPhone équipé de cette puce seraient proches d'un MacBook Pro de 15 pouces équipé d'un processeur Intel Core i7 à 6 cœurs. Waouh, le premier Mac ARM, ça devrait dépoter. Mal, hein. Voilà. En revanche, Didier, peu d'infos côté batterie. On sait que c'est le talon d'Achille ordinairement des iPhones. Là, le fait de grandir, on peut penser qu'Apple va se faire plaisir. Oui, mais je pense qu'ils ont atteint le bon palier parce que les téléphones sont grands. Maintenant, on a des grosses batteries dans tous les cas. Après, tu as vu que le fait de retirer aussi certaines fonctionnalités, là, comme comment ça s'appelle, le capteur de pression. 3D Touch. 3D Touch, voilà, tu gagnes un petit peu de place, donc petit à petit, effectivement. Mais là, les derniers iPhones qui sont sortis, je pense qu'on les a tous. On n'a plus tellement de problèmes de batterie. Enfin, moi, j'ai plus besoin de batterie externe. Par contre, moi, je trouve qu'ils chauffent quand même. C'est-à-dire que cet été, j'ai eu beaucoup l'écran qui se met un peu en luminosité. En baisse de luminosité. Ouais, et puis même ton iPhone qui devient moins réactif. Pourtant, j'ai le Pro Max, machin. J'avais mis la bêta. Et non, sans la bêta, vraiment. Ouais. Moi, j'utilise plusieurs iPhones. Ils font tous ça dès qu'il fait chaud. Alors, il se murmure que l'iPhone devrait dépasser les 4000 mAh côté batterie. On parle même de 4400 mAh sur le très haut de gamme de 6,7 pouces. Dernier point concernant les iPhones, les amis, bien sûr, son retard annoncé. Ça bruissait déjà au moment du confinement et lors de dernière émission à la fin du mois de juin, début juillet. Puis finalement, il a été confirmé par Apple durant la présentation des résultats trimestriels de la firme en juillet dernier. C'est tout récent. Le directeur financier d'Apple, Luca Maestri, a confirmé auprès d'investisseurs que l'iPhone 12 aurait du retard. Donc on peut penser octobre, Didier? Oui, ils ont dit quelques semaines. Donc si tu fais le calcul, c'est la dispo. Voilà. Tu penses pas comme certains analystes et observateurs, ils prédisent plutôt l'arrivée des 12 d'abord et des 12 Pro ensuite? C'est arrivé, après tout, il y a quelques années, on a eu l'iPhone 10 un mois plus tard et on a eu l'iPhone 8 un petit peu avant, souviens-toi. Il faudrait voir ce qui les différencie, effectivement. L'iPhone 12 Pro, on voit ce qui les différencie à l'iPhone 12 en termes de... Par contre, il y a un indice quand même qui est intéressant, c'est l'iPad Pro qui a beaucoup de mal à être disponible. Aujourd'hui, tu veux l'acheter, tu as quasiment un mois de délai. Et il a quand même comme le LiDAR, peut-être que tu vois, ça peut être lié au LiDAR. Donc les retards, c'est un problème de logistique, d'approvisionnement de composants, tu penses? Mais on est quand même encore dans la phase. Enfin, il y a encore des problèmes il y a pas mal de constructeurs et tout qui ont encore des problèmes de production aujourd'hui. Donc, Stéphane. Juste parce que là, j'ai les dates exactes des sorties de tous les iPhones. Bon, tu as des infos de première bourre? Non, toutes les sorties d'avant, passées. Mon cher. Donc en gros, l'année dernière, c'est sorti le 20. Tu me suis X au téléphone, c'est ça? Non, j'aurais bien aimé. Ouais. C'était le 20 septembre. C'était le 20 septembre 2019. L'année dernière. L'achat, bien sûr. Le 21 septembre pour les 10S et 10S Max. Je mets de côté le 10, mais pour le 8 et 8 Plus, c'était le 22 septembre. Donc on est toujours au même truc, le 16 septembre pour le 7, etc. On est toujours sur quasiment les derniers jours du mois de septembre.
Donc ça voulait dire que 3 semaines avant, on avait eu 15 jours avant, généralement. 15 jours, la keynote. La keynote n'aura pas lieu la semaine prochaine. A priori, non. On n'avait rien vu brusquer. Après, donc en gros, quand elle sera annoncée, on aura 15 jours, a priori, de décalage. Il se passe une dizaine de jours entre l'annonce et la dispo. Donc là, pour l'instant, tant qu'elle n'est pas annoncée, voilà. Donc... on va devoir attendre un petit peu et prendre notre mal en patience. Pour conclure, comment tu analyses le retard ? On avait fait une émission pendant le confinement en disant qu'Apple s'en sortait plutôt bien en matière logistique puisqu'il arrivait à sortir des produits. Didier l'a illustré, l'iPad Pro a du mal. Il semblerait qu'effectivement que certains composants stratégiques manquent à l'appel. Je pense qu'on vit quelque chose de un peu particulier, hein, quoi qu'il en soit au niveau mondial, et que s'ils sortent 4 téléphones, c'est pas rien, quoi. Oui, toi, si en plus, hein, donc on en revient. Non, je pense que on vit tous quelque chose de particulier. J'ai lu sur une publication qui disait que la rentrée scolaire qui se fait plus tôt aux États-Unis, qui se fait mi-août, ils voulaient attendre de voir comment ça va se passer parce que il va y avoir tellement de chamboulements avec des enfants qui retournent chez eux travailler, pas sortir ça au moment où finalement les gens sont déboussolés. Je crois pas parce que je pense que les ventes de toute façon elles se font pour Noël. Tu vois, la capitalisation boursière d'Apple, elle a doublé pendant le confinement. 2000 milliards. Non mais attention de ne pas confondre les problèmes humains. Tu vois, j'ai imposé là. Tu vois, il y a les universités qui ont ouvert et qui maintenant referment, passent en virtuel. Donc ça reste. Les États-Unis est un cas particulier. Oui, mais sauf que la gestion du Covid est assez particulière. C'est un cas particulier, mais c'est le marché de référence et de compréhension pour des sociétés américaines qui regardent d'abord devant eux avant d'imaginer avoir une vision globale. Allez, avant de conclure cette émission et avant de passer à nos coups de cœur, place à la question concours pour emporter, regardez, une Xpand Flash Drive Go offert par SanDisk. SanDisk vous offre une clé en répondant à cette question, soyez attentifs. Quelle est la capacité maximale de la nouvelle clé Xpand Flash Drive Go ? Quelle est la capacité maximale de la nouvelle clé Xpand Flash Drive Go ? Pour participer, c'est très simple. Il suffit de vous abonner à notre compte Twitter et de nous envoyer un tweet, tout simplement, avec le hashtag ORLM Mac, ORLM AC, voilà, le compte Twitter d'En refait le Mac, abonnez-vous, aimez-nous, comme on disait depuis le début de l'émission, l'ami Laurent, il a bien raison, abonnez-vous à YouTube et au passage, et vous remporterez, j'espère, cette clé qui est très sympa. Et la capacité, c'est facile à trouver, voilà. Allez, on passe à vos coups de cœur. Allez, coup de cœur, on commence par Didier, et il a cassé sa tirelire pendant l'été. Oui, Olivier, alors ce petit Canon EOS R5 a fait grand bruit dans les milieux. Oui, bon, il n'est pas très gros parce que c'est un hybride, donc il n'y a plus le miroir à l'intérieur, donc il est un petit peu plus compact. Et surtout, il filme en 8K. Il filme en 4K jusqu'à 120 images secondes avec un énorme capteur qui est en plus stabilisé. Il a aussi le petit écran qui se retourne là, donc tu peux faire du vlog ou tu peux aussi, voilà, tu vois, en ce moment là, je me vois sur l'écran, donc c'est hyper pratique. Donc c'est une énorme évolution par rapport à ce que Canon proposait avant. Ils ont rattrapé aussi un petit peu leurs concurrents qui étaient Sony et Panasonic. Et alors il y a aussi eu des petites polémiques parce que tu vois, voilà, Canon c'est un peu comme Apple, ils ont des gammes de produits, ils veulent pas que l'un mange l'autre, donc ils brident un peu les durées d'enregistrement. Ils te font croire qu'ils chauffent, mais en fait ils chauffent pas vraiment. Mais bon, voilà, il y a des updates de firmware, tout ça pour dire que nous, c'est notre nouvelle caméra et que franchement, elle nous rend bien des services. Donc nous, on les amortit très bien, ces boîtiers. Et c'est vrai que là, on est resté chez Canon, tu vois. Peut-être qu'on passera chez Sony pour la prochaine fois. Ça vaut combien, le boîtier nu ? Faut-il vraiment encore parler de prix dans ces émissions ? Mais oui, il faut. Alors c'est 4 500 € nus, voilà. Sachant qu'il faut que tu rachètes toutes tes optiques si tu viens des boîtiers réflex, forcément. Voilà. Bon, tu t'es fait plaisir, on est d'accord. Nous, on est resté fidèles à Pana et nos bons vieux GH5 et nos caméras robotisées. Autre coup de cœur, Laurent, j'espère moins cher. Oui, un petit peu moins cher. Moi, j'ai bien vécu cet été. Donc, je te confirme. Comme tous les étés, je me pèse avant l'été. Le bleu, merci. Ouais, mais je me pèse avant l'été, je me pèse après l'été. Et donc cet été, j'ai pris, comme tous les étés, quelques kilos. Ouais. Et donc du coup, je me suis dit, comme on va faire un dry September, donc on va pas boire d'alcool en septembre, il faut que je passe à l'eau. Et donc j'ai décidé de m'acheter une gourde connectée. Non, c'est pas un gag. Non, c'est pas un gag. Donc une gourde connectée, donc qui mesure la quantité d'eau que tu ingères la journée et que tu retrouves. Tu as besoin de vraiment. Non, sérieusement, en fait, tu peux mettre du vin dedans. Tu peux mettre du vin dedans, mais c'est moins bien. On va appeler Rodrigo, on va lui donner. Okay. Donc en fait, l'intérêt, c'est que c'est relié à Healthkit, donc tu peux suivre la quantité d'eau. Et en fait, ce qui est très, très intéressant, c'est que quand il y a une gourde sur ton bureau, en fait, tu le vois et dans la journée, tu bois à plusieurs reprises. Alors que si tu dois te lever pour aller servir un verre et le prendre, tu le fais jamais. Oui, mais une gourde, Landa fait ça.
Oui, mais là, elle est connectée. Elle est connectée. Tu achètes une gourde aujourd'hui en plastique, ça vaut, je sais pas, 15-20 euros. Là, ça vaut un peu plus cher. 69 euros. Ah, quand même. Une gourde de qualité. Je prendrai une fois, je l'amènerai. La prochaine fois, je la poserai sur le bureau. Combien d'eau ? J'ai bu 1,5 litre. Il n'arrête pas d'aller aux toilettes depuis le début de cette émission. Stéphane, ton coup de cœur cette semaine ? Alors, le coup de cœur... Habituellement, il y en a deux. Hein. Mais là, il n'y en a qu'un. Allez, on y va. C'est un artiste sénégalais, Boubou, dont vous pouvez trouver sur Instagram tout un tas de vidéos, et on le voit. C'est un portraitiste qui a comme particularité de faire des portraits à l'envers, et donc il en a fait un dernièrement pour l'acteur disparu Chadwick Boseman, et aussi il a fait un portrait bien particulier de Steve Jobs avec un iPhone. Et vous regarderez la vidéo. Il peint avec l'iPhone. C'est-à-dire que son pinceau, c'est un iPhone. Et il le peint toujours à l'envers. Et c'est assez incroyable de le voir faire. C'est joli. Et donc, c'est très joli. Et donc, à la fin, même la fin de sa petite mise en scène, il y a le téléphone qui fonctionne encore, malgré la peinture qui vient d'être faite. Et on voit la tête de Steve Jobs. Et voilà. C'est magnifique. Voilà. Donc, c'est un coup de cœur de cet été, une découverte qui coûte moins cher que le Canon et la gourde, à moins d'acheter la toile en elle-même. Mon coup de cœur de mon côté, elle a été annoncée juste à la fin, au début, pendant l'été. C'est la nouvelle box de chez Free, ça s'appelle la Freebox Pop. Tout simplement, j'avais pas vraiment été convaincu par la Freebox Delta qui avait été lancée il y a plus d'1 an et demi maintenant, hormis sa formidable vitesse offerte en mode fibre, 10 gigaoctets par seconde. Et ben, ce nouveau modèle me semble un peu plus un bon compromis, je dirais. Moi qui recherchais un modèle compact, j'avais une Freebox Révolution avec la Pop, là je suis plutôt servi, c'est à peine plus gros qu'un Apple TV, c'est très compact. Alors elle n'offre pas les 10 gigaoctets par seconde en navigation fibre comme la Freebox Delta, mais elle est beaucoup plus compacte, vous l'avez noté, mais surtout elle a quand même 2,5 gigaoctets par seconde, ce qui est largement suffisant pour mes besoins. Et si vous avez comme moi abandonné depuis longtemps les players de box pour regarder la TV, moi j'utilise Apple TV depuis longtemps, Free ne vous oblige pas à prendre un décodeur TV et vous rembourse par exemple 10 €, c'est tout ça de gagner. Enfin, le prix de l'abonnement c'est proche de ce que je payais avec la Freebox Révolution. Je payais 38 € avec la Révolution, là je paye 39 €. La première année, c'est 29 € avec les 2,5 gigaoctets par seconde. A priori, le Blu-ray, j'en ai plus besoin. J'ai la 4K au besoin. Je trouve que c'est le bon compromis. Voilà, c'est une bonne Freebox et ça nous fait plaisir. C'est la fin de ce 380e épisode d'On refait le Mac. 380 émissions, 11 saisons d'On refait le Mac. On n'en revient pas. Merci pour votre fidélité. Vous tous, les amis, derrière vos écrans, on vous aime. N'hésitez pas à réagir, à vous dire si vous avez pris du plaisir, encore une fois, à nous suivre pour cette émission, et pas seulement pour nous critiquer. Voilà, dans cette période de Covid, on aime bien sentir un petit peu d'amour de notre communauté qui nous soutient depuis maintenant 11 saisons. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous serez au rendez-vous, messieurs ? Oui, avec grand plaisir. Didier, on essaiera de parler des iMac. Tu les as testés dans tous les sens ou presque ? Avec quelques surprises et pas des moindres, les amis. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner bien sûr à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.